OBS Studio est un logiciel de streaming très complet mais qui peut vite devenir complexe. La première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne il y a 3 ans jour pour jour, c'était un tutoriel avancé pour OBS qui était alors en version 24. Là on est à la version 29, certaines choses ont changé, donc pour celles et ceux qui cherchent quelque chose de plus poussé sur les options d'OBS, eh bien c'est ici, c'est maintenant. Salut YouTube, c'est Tom, le youtubeur préféré de votre streamer préféré. Eh ouais. Donc aujourd'hui, petite mise à jour de mon tutoriel avancé pour OBS puisque nous sommes en 2023. On va passer en revue les paramètres et je rappelle aussi que si vous cherchez plutôt un tuto sur la création de scène et l'utilisation de sources, j'ai ça sous le coude. Je vous mettrai le lien dans une fiche et dans la description juste en dessous. Alors on va se diriger vers OBS. Donc quand on ouvre OBS Studio, voilà ce qu'on peut voir. Et nous on va s'intéresser aux paramètres accessibles respectivement via la barre de menu en haut du logiciel ou via le bouton paramètres situé dans le dock de commande. On passera rapidement sur certains menus dans lesquels il y aura que quelques options notables, le reste étant soit ultra explicite, soit peu utile pour la grande majorité d'entre vous. Et donc on va démarrer avec le menu général. Les options intéressantes ici sont le thème qu'on peut changer à loisir. J'ai même fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment créer son propre thème pour OBS Studio. Masquer les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran, c'est assez explicite mais ça peut être pratique quand même, donc j'en parle. Si vous voulez capturer votre écran sans qu'il y ait l'effet Inception avec la fenêtre de logiciel à l'infini, c'est cette option qu'il faut activer. Les mises à jour, on va pouvoir définir un canal de mise à jour d'OBS et s'assurer que les mises à jour sont vérifiées automatiquement à chaque démarrage d'OBS. Alors il est possible de vérifier s'il y a des versions bêta d'OBS, mais vous pouvez préférer les versions plus stables, ce que je vous conseille de faire, les versions bêta étant potentiellement instables et à réserver à ceux qui aiment vraiment bien tout tester à l'avance. Et toutes les autres options de ce menu sont suffisamment explicites pour que je ne m'attarde pas dessus, ce sont pas les options les plus importantes pour le streaming en lui-même, donc on va passer au menu suivant qui est le menu Stream. Dans ce menu Stream, on a l'option Service pour définir la plateforme sur laquelle on va streamer, donc Twitch, YouTube, Facebook, voire un service comme Restream qui permet de streamer simultanément sur plusieurs plateformes, ou encore un serveur RTMP personnalisé. Lier un compte, alors c'est un bouton qui permet de lier directement son compte Twitch, YouTube, etc. pour éviter d'avoir à entrer une clé de stream plutôt pratique et conseillée. Sinon vous pouvez aussi entrer une clé de streaming manuellement à l'ancienne, généralement le bouton dédié vous emmènera directement au bon endroit pour la récupérer. Une fois le service défini, il faudra choisir un serveur, alors on peut laisser en automatique qui est l'option recommandée. Si vous constatez des problèmes de stabilité lors de vos diffusions, et seulement à ce moment-là, alors vous pourrez tenter de définir un serveur manuellement, l'idéal étant de prendre le serveur le plus proche de vous. Activer le mode test de bande passante, c'est une option qui permet de tester la stabilité de votre live. En l'activant et en cliquant sur le bouton comme si vous vouliez lancer un stream, Twitch recevra votre stream mais vous n'apparaîtrez pas en live sur votre chaîne. C'est vraiment pour tester votre bande passante et la stabilité du stream. Ignorer les paramètres recommandés du service de streaming, alors ça c'est une option très intéressante, ça permet de s'affranchir des limites imposées par les plateformes de streaming. Sur Twitch par exemple, on sait que la limite de bitrate officiellement c'est 6000 kbps par seconde, mais officieusement elle est légèrement supérieure à 8000 kbps par seconde. Donc en cochant cette case, on pourra streamer avec un bitrate vidéo supérieur à 6000 kbps par seconde, ce qui est plutôt intéressant dans pas mal de cas. On y reviendra quand on sera dans le menu sortie. Et avant de passer au 3e et 4e menu, on va regarder ce qui se passe dans le 5e menu qui est le menu vidéo. Alors oui, c'est pas dans l'ordre, mais c'est important de régler d'abord la résolution du stream avant de paramétrer l'encodeur, donc voilà, menu vidéo. La résolution de base, c'est généralement la résolution de votre écran, celle dans laquelle vous comptez jouer. Si vous jouez en Full HD par exemple, et bien vous réglez sur 1920 par 1080. La résolution de sortie mise à l'échelle, c'est la définition dans laquelle sortira votre stream. Réglez donc une valeur inférieure ou égale à la résolution de base. Vous pouvez aussi taper une valeur qui n'est pas prédéfinie, comme 1664 par 936, par exemple, qui reste du 16/9. Le filtrage de mise à l'échelle, c'est le filtre qui sera utilisé pour redimensionner l'image si les deux résolutions d'avant sont différentes. Si vos résolutions sont les mêmes, ce réglage n'aura aucun impact. En revanche, si vous jouez en 1080p, que vous streamez en 720p par exemple, il faudra choisir un filtrage. Dans la liste déroulante, du haut vers le bas, on va du plus rapide au plus qualitatif, donc oui, le Lanczos est le meilleur en termes de qualité, mais nécessite un petit peu plus de ressources que les autres. Mais bon, ça reste quand même assez limité, donc on peut sans problème choisir le Lanczos. Et enfin les FPS, le fameux framerate, les valeurs les plus courantes sont 30 et 60 FPS, mais rien ne vous empêche de tester des valeurs du type 50 FPS, ça peut être un bon compromis entre fluidité et performance, parce que plus les FPS sont élevés, plus la charge de l'encodeur sera elle aussi élevée. Le menu audio maintenant, comme son nom l'indique, va permettre de faire les réglages du son, avec notamment la fréquence d'échantillonnage, avec une petite préférence ici pour le 48 kHz, qui est légèrement plus qualitatif que le 44,1, mais surtout qui tend à se répandre davantage. Alors attention toutefois à bien attribuer la même valeur à vos périphériques audio dans les options de Windows, ça peut éviter quelques bugs de son. Pour les canaux, on va rester en stéréo, évidemment c'est classique ici, et les périphériques par défaut sont normalement ceux que vous utilisez sous Windows, donc a priori il n'y a pas besoin d'y toucher, sauf si vous voulez forcer un périphérique spécifique, comme un micro,
et tous les périphériques audio disposeront d'une piste audio associée dans le mélangeur audio d'OBS. On peut évidemment ajouter plusieurs pistes, par exemple une piste dédiée à la musique pour l'enlever des VOD Twitch, ça on y reviendra un petit peu après. Et là on va arriver au très gros morceau, le menu sortie d'OBS. La première chose à faire, on va basculer en mode de sortie avancé et aller dans l'onglet Streaming. Ici tout dépendra de votre configuration de stream, soit vous avez un PC pour jouer et un PC pour streamer, soit vous avez un seul PC pour jouer et streamer en même temps, ce qui est le cas le plus courant. Alors pour la piste audio, mais à part si vous avez touché aux propriétés audio avancées, par défaut, les sons vont sur toutes les pistes, donc vous pouvez laisser la piste 1 ici. La piste de VOD Twitch, on l'a évoqué juste avant, c'est évidemment spécifique à Twitch, et ça permet de définir les sons qui iront sur les VOD Twitch et ceux qui n'iront pas. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas envoyer la musique sur les VOD Twitch, c'est la méthode du moment pour éviter les strikes des MCA, mais au préalable, bien sûr, il faudra isoler la musique du reste, mais pas d'inquiétude, TomTom est là, TomTom a pensé à tout et a une vidéo spéciale qui vous montre comment faire, et cette vidéo est disponible sur la chaîne. On passe à l'encodeur, un point extrêmement important qui va donc dépendre de votre setup. Si vous avez une configuration à 2 PC, l'encodeur à privilégier est le X264 qui offre généralement une qualité supérieure aux autres pour peu qu'il soit bien réglé. C'est un encodage de type logiciel qui fera donc appel au processeur, le CPU de votre PC. Ça nécessite d'avoir un CPU décent, donc on oublie les Intel i3 ou les i5 de 2012, un 6 coeurs récent ou mieux un 8 coeurs fera très bien le job et permettra de pousser un petit peu les réglages pour obtenir une bonne qualité vidéo. Et alors si vous êtes en config mono PC, à part si vous avez un CPU costaud, il vaut mieux éviter le X264 parce qu'en cas de pic d'encodage, quelle qu'en soit la raison, il y a toujours un petit risque pour que votre processeur sature, ce qui peut entraîner des saccades sur votre stream, voire sur votre jeu. De même, sur une config à un seul PC, en plus du jeu, vous avez souvent d'autres programmes ouverts. Le chat Twitch, le Discord, la musique, raison de plus pour ne pas solliciter davantage le CPU. Cela dit, certains d'entre vous sont peut-être déjà équipés de processeurs à 10 cœurs ou plus, donc dans ce cas-là, le X264 est envisageable. Mais c'est vrai que généralement, on préfère éviter le X264 en mono PC et privilégier un autre type d'encodage. Par exemple, si vous avez un processeur Intel compatible, vous pouvez utiliser l'encodeur Quick5. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous pouvez utiliser l'encodeur NVENC. Et si vous avez une carte graphique AMD, vous pourrez utiliser l'encodeur AMD. Bon, dans ce dernier cas, je suis sincèrement navré, mais même 3 ans après ma toute première vidéo, l'encodeur AMD H264 est encore et toujours le moins bon. Donc si vous avez un GPU AMD, essayez plutôt le X264. Enfin, dans tous les cas, il faudra faire des tests pour voir ce qui rend le mieux. Et enfin, je rappelle que ces derniers encodeurs sont des encodeurs dits matériels. Donc ce sont des parties du processeur ou de la carte graphique qui sont dédiées à ça. Et ça limite considérablement l'impact que peut avoir l'encodage sur les performances en jeu. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai fait une vidéo dans laquelle je compare les principaux encodeurs avec des tests et des comparatifs visuels, je mettrai le lien dans une fiche à nouveau. Et dans tous les cas, si vous avez une seule machine pour jouer et streamer, globalement on va plutôt streamer avec un encodeur matériel. Donc NVENC ou Quick5 qui est pas si mauvais que ça. Ensuite, la mise à l'échelle pour la sortie, ça permet de redimensionner la vidéo en sortie, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'on a déjà défini cette valeur avec l'option résolution de sortie dans le menu vidéo. Donc l'option a un intérêt uniquement dans certains cas, quand on enregistre et qu'on stream en même temps par exemple, sinon on n'utilise pas, donc on va laisser décocher. Le contrôle du débit, alors pour le streaming on oublie le CRF ou le CQP, parce que ça sortira un flux de qualité constante, ce qui sur le principe est excellent, mais dont on ignore le bitrate final, ce qui est donc un petit peu inutile pour nous avec les limites actuelles des plateformes de streaming. On va oublier aussi le format sans perte, parce que même si d'un point de vue qualité, on aura le meilleur résultat possible, c'est normal, il n'y a pas de perte, d'un autre côté on aura un fichier de sortie énorme avec un bitrate de doudingue. Reste donc le CBR, le ABR et le VBR. D'un point de vue qualité, le VBR a plus de sens étant donné qu'il va adapter le débit en fonction de ce qui est affiché à l'image. Par exemple, une image statique aura besoin de beaucoup moins de débit pour être affichée correctement qu'une scène avec du mouvement, et c'est là le principe du VBR qui va faire varier le bitrate autour d'une moyenne, et les variations se feront en fonction de ce qui est affiché à l'image, donc ça répartit mieux le bitrate. Le ABR c'est presque comme le VBR, mais avec un bitrate un petit peu moins variable, donc niveau qualité ça se situe entre le VBR et le CBR, mais dans tous les cas, ABR et VBR sont plus efficaces quand on effectue plusieurs passes d'encodage, donc plutôt pour de l'enregistrement que pour le streaming, où une seule passe d'encodage sera réalisée étant donné qu'on a besoin d'aller plus vite pour envoyer le stream en direct. Notez qu'il est possible de streamer en VBR ou en ABR sur Twitch, mais ça pourra potentiellement créer des instabilités, c'est pour ça que Twitch et toutes les plateformes de streaming actuelles recommandent d'utiliser un débit constant. Le CBR est donc l'option à retenir ici. Ensuite, le débit. Alors, il n'y a pas de valeur magique et universelle pour ce débit vidéo, également appelé bitrate vidéo, pour la simple et bonne raison que tout dépendra de votre contenu en stream. Si vous streamez un jeu exigeant, qui bouge beaucoup, il faudra davantage de débit pour maintenir une bonne qualité.
Si vous streamez en just chatting avec uniquement votre cam en plein écran, ça sera beaucoup plus statique et donc beaucoup moins compliqué à encoder. Et à ça, je vais ajouter quelques points. Petit A, on embrasse Bruno Salomon. Sur Twitch, si vous n'êtes pas partenaire, vous n'aurez pas systématiquement le transcodage, c'est-à-dire l'option qui permet à vos viewers de modifier la qualité du stream. Cette option est très importante parce que si vous ne l'avez pas et que vous avez réglé un gros débit, genre 6000 kbps par seconde, ça veut dire que vos viewers devront être en mesure de télécharger avec une vitesse de 6000 kbps par seconde, donc 6 mégabits par seconde. Et vous seriez surpris de voir qu'en 2023, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas un tel débit chez eux. Idem pour ceux qui regardent Twitch sur téléphone. Donc si vous envoyez un débit supérieur à ce que les gens peuvent télécharger, eh bien ils ne pourront pas voir votre stream, tout simplement. Tout ça, j'en parle plus en détail dans ma vidéo dédiée au transcodage sur Twitch que je vous conseille de regarder pour mieux aborder cette option. Ensuite, petit b, il faut savoir qu'au bout d'un moment, plus on augmente le bitrate, moins on va constater de différence sur la qualité finale, donc ça ne sert à rien de monter trop haut. Petit c, inutile de mettre un bitrate de fou si votre connexion internet ne suit pas. Si votre connexion n'est pas capable d'envoyer le bitrate que vous réglez dans OBS, votre stream sera saccadé ou carrément illisible. Alors pour estimer la vitesse de votre connexion internet, il existe des sites comme speedtest.net pour le plus connu, qui sont capables d'estimer grosso merdo votre débit en upload, le débit ascendant. Et enfin petit d, sachez que les plateformes de streaming tolèrent un bitrate maximum. On l'a évoqué sur Twitch, c'est officiellement 6000 kbps par seconde, officieusement c'est un peu plus que 8000 kbps par seconde, mais bon. Sur YouTube c'est 51 000 kbps par seconde max, donc n'allez pas au-delà, ça ne servira à rien. Bref, tout ça pour confirmer qu'il n'y a pas de valeur universelle. Et si vous voulez trouver le bon bitrate en fonction du type de contenu que vous streamez et de votre résolution de sortie, eh bien devinez quoi? Oui, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, sur le bitrate, qui est encore totalement valable en 2023, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. L'option suivante, utiliser une taille de tampon personnalisée. Alors sur le principe, c'est une option intéressante, mais pour le streaming, ça peut entraîner du buffering, donc on va oublier et laisser décocher. L'intervalle d'images clés. Alors l'encodeur utilise des images clés qui sont des images complètes, et les images qui suivent ne sont que des images partielles, qui correspondent à ce qui a évolué par rapport à l'image précédente. Ça permet d'économiser des données, c'est plutôt intéressant, et en théorie, plus les images clés sont fréquentes, meilleure sera la qualité. On va tout de même se limiter aux recommandations des plateformes de streaming avec une valeur sur 2 secondes qu'on va d'ailleurs pouvoir définir manuellement plutôt que de laisser en automatique. On passe au pré-réglage. Alors pour le X264, vous pourrez choisir un pré-réglage ou un preset allant de ultra fast à placebo. Plus on va descendre dans la liste des presets, meilleur sera le rendu final, mais en contrepartie, l'encodeur aura besoin de davantage de puissance, et donc d'un processeur plus costaud. Alors vous pouvez oublier les 4 derniers presets pour du streaming, même si le preset slow est faisable avec une machine récente et un CPU haut de gamme, mais le preset medium est déjà un objectif très qualitatif puisqu'il sera légèrement au-dessus de tous les autres encodeurs. Et là encore, il n'y a pas de pré-réglage universel, donc ça sera en fonction de votre config, mais si vous avez des problèmes de stabilité d'encodage, une des premières choses que vous pouvez explorer, c'est de baisser ce pré-réglage. Sinon, globalement, on peut commencer avec le preset faster et le modifier en fonction des résultats obtenus après quelques tests. Si vous avez l'encodeur Quick5, vous aurez le choix entre 3 possibilités de pré-réglage allant du plus qualitatif au plus rapide. Je vous conseille le pré-réglage équilibré, c'est celui avec le meilleur rendement. Alors je vais passer sur l'encodeur AMD malheureusement pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, et on va passer sur l'encodeur NVENC. J'ai fait une vidéo complète sur les nouveaux réglages NVENC qui sont apparus avec la version 28.1 d'OBS, mais en gros le pré-réglage P4 est très intéressant ici. Ensuite, réglage et mode multipass sont des options uniquement pour NVENC. Là encore, j'ai testé tout ça et les réglages que j'ai retenus sont haute qualité et pass unique à affiner selon vos envies, et je vous renvoie à nouveau vers la vidéo complète que j'ai faite au sujet des réglages NVENC. Le profil, alors il y en a 3 disponibles de base, le baseline, le main et le high. Le profil high est celui qui est adapté à la haute définition, donc à partir du 720p, et vous n'avez plus aucune raison de choisir un autre profil pour le streaming. Le réglage fin X264, donc ce sont des pré-réglages qui vont jouer sur plusieurs paramètres de l'encodeur. Là ça devient technique, donc à moins de bien connaître le fonctionnement de l'encodeur et de ses options, je vous conseille de pas y toucher. Ça a très peu d'intérêt pour le streaming, à la limite ça en a si on veut faire de l'enregistrement, mais c'est tout. Et les options X264, même topo, vous pouvez ajouter des paramètres personnalisés sous forme de ligne de commande, vous pouvez oublier cette option à moins de vous y connaître. La prédiction look-ahead et les améliorations psychovisuelles, ce sont des options uniquement pour NVENC qui sont censées améliorer le rendu final. Notez que ces 2 options utilisent la partie de la carte graphique qui est dédiée au jeu, donc en les activant, vous aurez potentiellement un impact sur les performances en jeu. Alors personnellement, pour du streaming, la seule option qui m'intéresse ici, ce sont les améliorations psychovisuelles. Ça permet à l'encodeur de se focaliser sur le centre de l'image au détriment de la partie extérieure qui correspond à notre champ de vision périphérique. Du coup, c'est censé être imperceptible puisqu'on ne regarde que le centre de l'image, mais en contrepartie, si on regarde sur les côtés, l'image peut se trouver dégradée, notamment la webcam qu'on place a priori sur les côtés du stream qui peut se retrouver davantage pixelisé. Donc une option intéressante sur les jeux qui bougent beaucoup, mais voilà, vous êtes prévenu des éventuelles conséquences que ça aura sur le rendu de votre stream. Le champ GPU, c'est le numéro attribué à votre carte graphique, donc à moins que vous ayez plusieurs cartes graphiques dans votre PC, vous pouvez oublier cette ligne. Et le nombre maximal de biframes, ça définit le nombre d'images qui seront utilisées et comparées pour afficher l'image actuelle. Là aussi, c'est un peu technique. En théorie, plus la valeur est haute,
meilleur sera le rendu, et plus il faudra de puissance pour encoder. Donc on va rester entre 2 et 4, sachant qu'une valeur communément admise, c'est plutôt 2. Alors toutes les options qu'on vient de voir sont également disponibles dans l'onglet enregistrement, dont la fonction est bien entendu d'enregistrer au lieu de streamer. Donc si vous voulez tester votre encodage pour votre stream, vous pouvez faire un enregistrement avec les mêmes paramètres que votre stream et vous aurez ainsi un aperçu de ce que vous enverrez sur Twitch. Et je précise bien sur Twitch parce que sur YouTube le stream est recompressé derrière, donc la qualité sera encore différente. Enfin, l'onglet audio vous permet de définir également le débit audio. Alors c'est pas la peine d'aller trop haut, 320 kbps par seconde c'est complètement overkill et à réserver au micro en stéréo. Les 160 kbps par seconde de base sont très bien, d'autant que ce débit audio fera partie du débit final qui correspond au débit vidéo plus le débit audio. Un petit mot rapide sur le menu accessibilité qui n'a aucun rapport avec les réglages du stream, mais c'est un menu qui est important pour les personnes souffrant de daltonisme par exemple. Vous allez pouvoir y régler les couleurs utilisées par le logiciel, donc voilà, j'estime que c'était important d'en parler aussi. Et on terminera avec le menu avancé dans lequel on n'a a priori pas besoin de trafiquer les options, qui restent également intuitives je trouve. Je vous donnerai néanmoins 2 conseils ici. Dans la section carte réseau, il peut être utile de forcer la carte réseau si vous constatez une instabilité de votre stream avec des images réseau perdues. Et dans la même veine, on peut tenter d'activer les optimisations réseau également, mais si votre stream fonctionne très bien sans, c'est pas la peine de l'activer non plus. Et deuxième point, dans la section source, il arrive fréquemment qu'il y ait des soucis avec certaines sources navigateurs comme des widgets qui fonctionnent mal ou qui ne s'affichent plus. Dans ce cas, on peut tenter de désactiver l'accélération matérielle pour les sources navigateurs. Des fois ça marche, donc à tester si vous avez des soucis avec certains widgets Streamlabs ou StreamElements. Et voilà, on a fait le tour des options avancées d'OBS Studio. Avec ça et toutes les vidéos annexes évoquées, vous devriez en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement d'OBS, mais être ainsi capable de gérer quelques-unes des options techniques de votre stream. Si vous avez des questions concernant tout ça, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, sans problème. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord d'entraide communautaire Zero Absolute Gaming. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous. Et comme statistiquement vous êtes quand même plus nombreux à évoluer avec des cartes graphiques Nvidia en mono PC, pour vraiment bien régler l'encodage de votre stream, je vous conseille de regarder cette vidéo qui vous permettra de mieux appréhender l'encodeur NVENC. Vous pouvez aussi parcourir les autres vidéos de la chaîne, on approche des 250. Et nous on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.